Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition du JT. Au sommaire de ce jeudi 10 décembre, le procès Guillouche qui touche à sa fin. Nous ferons le point sur les peines requises. L'habitat social à Angers, certains locataires du toit angevin se plaignent de la vétusté de leur logis. Enfin, nous discuterons avec l'écrivain et journaliste François de Closet. Il nous parlera de son livre Zéro faute, l'orthographe, une passion française. Justice pour commencer. Dominique Guillouche et Alfreda Deneux comparaissent depuis près de 5 semaines maintenant devant la cour d'assises. Aujourd'hui, l'avocat général a prononcé son réquisitoire. 24 ans de réclusion ont été requis contre Dominique Guillouche, avec une peine de sûreté de 16 ans pour tentative d'enlèvement, agression sexuelle et viol sur au moins 19 enfants. Pour son ex-compagne Alfreda Deneux, le magistrat a réclamé 14 ans de réclusion pour tentative d'enlèvement et agression sexuelle. Pour les deux autres accusés qui comparaissaient libres, l'avocat général a requis 12 mois de réclusion avec sursis pour dissimulation de preuves pour l'une et l'acquittement pour l'autre. Olivier Molia a recueilli le témoignage de l'avocat et des parents de la petite Aurélia, enlevée et violée en novembre 2005. On les écoute. Ce sera jamais assez. Mais c'est même qu'il y a beaucoup plus, c'est toujours ancré dans notre cœur, quoi. Je pense qu'on aura pour un certain temps à évacuer cette douloureuse épreuve qu'on a subie. Ce sont des réquisitions qui sont mesurées. Il n'y a rien de pire que des réquisitions trop faibles ou des réquisitions trop hautes. Là, nous avons des réquisitions mesurées, expliquées, claires. Je souhaite qu'elles soient intégralement suivi par la Cour. Dès demain, la parole sera à la défense. L'avocat de Dominique Guillouche juge la peine requise à l'encontre de son client beaucoup trop lourde. On écoute à présent Maître Goyer. C'est une peine d'exclusion sociale qui a été requise à l'encontre de M. Guillouche avec 2/3 de peine de sûreté, ce qui veut dire que voilà, c'est une personne qui ne réintégrera jamais notre communauté, qu'on veut exclure de notre vie, en se fondant sur des expertises psychiatriques qui ont eu lieu au début de sa détention. On nie complètement le travail qu'il a fait sur lui-même depuis 4 années. Et le verdict de la Cour devrait être rendu mercredi prochain. Parlons maintenant de logement social. Sur Angers, 5 bailleurs sociaux se partagent l'habitat dédié aux personnes à faible revenu. Parmi eux, le Toit Angevin qui gère au total 7000 logements dans le Maine-et-Loire. Les loyers sont modérés, qu'il s'agisse d'appartements ou de pavillons, mais parfois les constructions se dégradent, moisissures, humidité, malfaçon. Pour les bailleurs sociaux, cela devient un casse-tête financier et pour les locataires, cela peut parfois ressembler au cauchemar. Voici un exemple concret avec une famille que Lisa Beauval et Marie Coulon ont rencontrée aujourd'hui pour nous. Dans la petite cité de la Croix-Blanche à Angers, une série de maisonnettes s'alignent les unes à côté des autres. Ce sont des logements qui datent à peu près des années 60 et qui devaient à l'origine être seulement une habitation d'urgence, en attendant mieux. Au numéro 7 de cette cité, la maison a particulièrement mal supporté les années. Le couple Legras qui y habite paye chaque mois près de 400 € au Toit Angevin pour un logement qu'il juge trop vétuste. Ça fait 13 ans qu'on vit dans ce logement. Nous voulons partir parce que c'est pourri de partout. Les murs sont noirs, il y a des champignons sur les murs, les tapisseries se décollent de partout et quand il pleut, l'eau ça filtre par le sol. On est obligé de mettre des chiffons. Du côté du bailleur, on évoque la rareté des villas en habitat social. D'autre part, le Toit Angevin dit avoir répondu au mieux aux demandes du couple. Il semblerait que ce patrimoine ait fait l'objet de demandes techniques auxquelles le Toit Angevin a répondu, et notamment sur des problèmes d'humidité. Il y a 18 mois, nous avons fait installer une VMC pour améliorer le flux de gestion de l'air. Nous allons lancer une étude technique approfondie pour savoir si ces problèmes d'humidité sont liés au bâti ou à un autre problème technique, ou si c'est plutôt dû à un problème d'utilisation, d'habitabilité du logement. Nous sommes allés à la rencontre d'autres habitants de la cité. Certains se disent satisfaits de leur habitation. Pour d'autres, les problèmes d'humidité et de canalisation sont très présents, sans que des solutions durables soient trouvées. Le bailleur social que nous avons une nouvelle fois joint par téléphone cet après-midi nous parle d'une éventuelle destruction de cette cité dans les années à venir.
Sans transition, culture et quelques images de l'exposition temporaire et haute en couleurs qui vient d'ouvrir au musée des Beaux-Arts d'Angers. Rodin face à ses modèles, monté en partenariat avec le musée Rodin de Paris. C'est l'occasion de découvrir l'œuvre considérable d'un Rodin portraitiste et comment le sculpteur travaillait par étapes, des croquis préparatoires en passant par le plâtre pour arriver jusqu'au bronze. L'expo La fabrique du portrait Rodin face à ses modèles, c'est jusqu'au 28 mars au musée des Beaux-Arts. Et retrouvez un sujet complet vendredi, demain donc, dans Tout le monde dehors, la nouvelle émission culturelle d'Angers 7. François de Closay est notre invité ce soir. Il est venu à Angers aujourd'hui parler d'orthographe devant les étudiants de l'Université catholique de l'Ouest. Monsieur de Closay, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes l'auteur d'un livre intitulé Zéro faute, l'orthographe, une passion française, un livre dans lequel vous évoquez une complexité telle de l'orthographe que la moitié des Français n'arrivent plus à la maîtriser. C'est aussi grave que ça ? Ah non, il y a à l'heure actuelle une crise sans précédent dans l'apprentissage de l'orthographe. Et c'est terrible, c'est que personne veut regarder effectivement mais ce qui se passe, veut analyser cette crise. Et là, c'est un livre dans lequel, reprenant toute l'histoire du français et de l'orthographe, j'analyse et les raisons de cette crise et la possibilité de trouver remède. Alors, la raison, elle est très claire, c'est que désormais, les jeunes, ils écrivent comme ils parlent, car ils font de l'écriture en ligne. Ils n'écrivent pas pour établir un texte où on le redira en cherchant les fautes. Non, ils parlent à des amis, ils envoient ça. Et donc, ils n'attachent pas plus d'attention à l'écriture qu'à la parole. Le résultat, c'est qu'ils font autant de fautes dans la parole que dans l'écriture. Mais nous, d'habitude, on ne faisait pas de fautes à l'écrit. Ouais. On ne faisait pas de faute. Vous le dites dans ce livre, vous qui êtes écrivain et journaliste, vous avez eu maille à partir avec l'orthographe. Ah ben oui, comme peut-être la moitié de la population française, j'ai pas la bonne mémoire. Hein. Et donc j'ai eu des difficultés, pas pour la grammaire, pas des fautes d'accord, mais pour l'écriture des mots, l'orthographe lexicale, comme on dit. J'ai eu de grandes difficultés. Et même, je le dis, à l'heure actuelle, si je dois écrire sans faute, hein, il y a des textes, là, on sait, attention, bon, je vais me relire, je vais prendre le dictionnaire, je vais contrôler, je ne ferai pas de faute. Mais si j'écris au fil de la plume, là, mon Dieu, il y a des consonnes muettes qui vont s'envoler, il y a des traits d'union qui ne seront pas à leur place, c'est vrai. Oui, vous en faites toujours des fautes. Mais vous comprenez, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que du fait que je dis ça, on dit « Mon Dieu, comment pouvez-vous dire une chose pareille ?» Vous savez, à l'heure actuelle, on ne dit plus une confession, on dit « Vous faites un coming out. » Ah, tiens, je fais un coming out. Alors que la moitié de la population française dans cette situation, il y a donc une hypocrisie absolument intolérable. À l'Université d'Angers, en octobre dernier, les étudiants de première année, je crois, de littéraire ont commencé leur première journée avec une dictée. Est-ce que vous pensez que c'est une initiative intéressante ? Le problème, c'est que la dictée, qui a servi effectivement pendant des générations aux Français, à maîtriser cette orthographe extraordinairement difficile, cette orthographe de scribe. Bien. À quoi correspond-elle aujourd'hui ? Hein ? Vous voyez, ces jeunes. Vous prenez votre stylo, une feuille de papier, et sans aucune assistance, vous allez écrire correctement le texte que vous entendez. Là. Cet exercice-là, ces jeunes, ils ne le feront jamais de toute leur vie. Qu'est-ce que ça voudra dire pour eux, l'orthographe? Ça voudra dire, c'est-à-dire quand ils devront écrire correctement. Ils seront face à un écran, avec un clavier sous les doigts, et derrière, un correcteur d'orthographe et un dictionnaire numérique. Donc ce qu'il faut leur apprendre, c'est là à maîtriser le français. C'est-à-dire, au lieu de faire la dictée à l'ancienne, de leur dire, vous êtes devant votre ordinateur, vous allez me faire un texte sur ci ou ça, parce que le texte qu'on vous impose à l'oreille, ça n'existe pas dans la vie, et vous pourrez vous servir de correcteur, vous pourrez vous servir de dictionnaire, mais à l'arrivée, je ne veux pas de faute. Mais ça, avec ça, on ne va pas maintenir une exigence de langue française. Et pourquoi donc? Vous savez, quand je vous disais que pour ne pas faire de faute, j'ai besoin d'un dictionnaire, vous estimez que le c'est correcteur scandaleux? orthographique, c'est bien aussi alors? Mais
le correcteur orthographique est Mais une on assistante. s'en rend plus compte. Si on utilise un correcteur orthographique, on ne se rend plus compte de Bien l'orthographe des justement, choses. la chance, c'est qu'on n'a pas été fichu de nous inventer un robot orthographique. Vous êtes en train de me parler du correcteur orthographique comme d'un écrivain public. Vous savez, autrefois, l'écrivain public, j'arrivais, je ne savais pas écrire, je voudrais dire ceci à ma fiancée, et puis, ma chère, c'est avec passion que je pense à toi, etc. Bon, mais c'est pas ça. Le correcteur orthographique, c'est un outil. Et tant vous l'utilisateur, tant vous l'outil. C'est-à-dire que si vous ne connaissez pas l'orthographe, si vous ne connaissez pas le vocabulaire, si vous ne connaissez pas la grammaire, il ne vous sert à rien. Mais en revanche, si vous connaissez ces bases du français et vous savez utiliser le correcteur, alors vous pouvez, je dirais, sortir de l'incertitude orthographique, c'est-à-dire écrire et puis vous servir des alertes qui vous envoient et à la fin faire un texte correct. Voilà. Donc cela, encore une fois, ça ne veut pas dire que le correcteur d'orthographe vous dispense d'apprendre l'orthographe. Il vous permet plus aisément de maîtriser l'orthographe quand vous la connaissez. Donc, c'est en classe, en apprenant le français, qu'on doit en même temps apprendre le bon usage du correcteur, comme en apprenant les mathématiques, on apprend le bon usage de la calculette et des outils mathématiques et des machines à calculer plus élaborées. Voilà. Alors, est-ce qu'on doit simplifier les règles de l'orthographe? On aurait dû. Bien sûr qu'on aurait dû. C'est ça. Il aurait fallu arriver à une situation où la graphie de chaque mot puisse se déduire d'un calcul logique. Oui, je réfléchis, eh bien, effectivement, par exemple, bon, alors le féminin, je mets un E, le pluriel, je mets un S, alors fois. Ah ben non, le fois, là je mets un E, la fois, je ne mets pas de E, et des fois, une fois, je mets un S. Non, il aurait fallu arriver à des choses un peu plus cohérentes. Mais pour ça, il aurait fallu le faire progressivement en 150 ans. On ne l'a pas fait, et maintenant, on est face à une orthographe compliquée, on est face aussi à de nouveaux moyens techniques, utilisons-les bien, et nous pourrons écrire le français sans faute au XXIe siècle. Merci beaucoup François de Closet d'être venu sur ce plateau. On rappelle qu'il y a plein de pistes de réflexion dans Zéro faute, l'orthographe, une passion française, publiée aux éditions 1001 nuits. C'est la fin de ce JT. Demain, nous parlerons notamment du Festival de cinéma européen Premier Plan. Alors à demain et en attendant, passez une très belle soirée.